Est-ce que vous saviez qu'il existe une scène supprimée dans Cars où Flash se retrouvait face à des cadavres de voitures, que dans Vice Versa on aurait dû voir la face cachée de peur qui veut voir la destruction de joie, que dans Les Indestructibles on voyait la mort ultra violente d'un personnage, ou encore que dans Wall-E on devait voir des documents classés top secret. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble des scènes que Pixar n'a jamais voulu nous montrer, et après tout ça vous ne verrez plus jamais ces films de la même manière. Cars, le cimetière de voitures. Pour commencer, on va directement faire un tour vers Cars, et quand j'ai vu cette scène supprimée, je me suis dit que si on l'avait vue quand on était jeune, on aurait littéralement tous été traumatisés. Cette scène, elle est vraiment explicite, et la meilleure manière de comprendre ce que je dis, c'est d'aller la voir. Alors juste avant, pour poser un peu le contexte, cette scène aurait dû arriver au moment où Mac libère accidentellement Flash McQueen, et qu'il se retrouve alors complètement perdu et désorienté sur l'autoroute. Justement, vous le savez, à ce moment du film, Flash finit par quitter l'autoroute, et il tente par la suite d'y retourner par tous les moyens, mais malheureusement, vu qu'il n'a pas de phare, dans cette scène supprimée, il va tomber sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. La scène commence par Flash McQueen qui arrive à côté d'un camion et il crie alors à Mac de l'attendre et de s'arrêter, et rapidement il se rend compte que c'est pas du tout Mac, mais plutôt un camion poubelle qui lui dit d'allumer ses phares. À ce moment-là, Flash se retrouve seul au milieu de nulle part dans le désert sous un lampadaire. Cette scène, je trouve qu'elle est vraiment perturbante. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais je trouve que le dessin il est vraiment pesant, et vous allez voir, c'est que le début. D'ailleurs, tout d'un coup, on entend ça. Flash aperçoit l'autoroute, il part à toute vitesse, à tel point que des flammes apparaissent. Il roule à pleine allure sur la route, mais des nuages apparaissent et commencent à recouvrir la lune qui lui servait de lumière pour voir dans la nuit. Flash ne voit alors plus rien. D'ailleurs, juste pause sur ce dessin, il est vraiment flippant comme ça. Sa tête, elle est super bizarre. Vu qu'il ne voit plus rien, il finit par sortir de la route. Il se prend de la végétation dans tous les sens, des cailloux, et il saute dans un ravin et finit sa course dans les branches. Malheureusement pour lui, il reste bloqué, et en se retournant, il se prend quelque chose. Il se retourne pour voir ce que c'est, et je vous laisse profiter de la scène. Flash se retrouve face à plein de carcasses de voitures qui sont sans vie. Il se prend un barbelé et emporte l'une des carcasses avec lui. Et là, à ce moment... et Flash finit par s'enfuir. Et donc en gros là il aurait dû arriver ensuite à Radiator Springs, comme on le voit dans la version finale du film. Mais bon au final cette scène je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi elle est flippante. En fait là vu qu'on est dans l'univers de Cars et que c'est donc les voitures qui ont pris la place des humains, le fait de voir des carcasses de voitures, c'est comme si on se retrouvait dans un cimetière avec des cadavres. En plus je saurais pas vraiment l'expliquer mais je trouve que les voitures sont beaucoup trop détaillées. Il y a vraiment un côté trop réaliste et c'est ça qui est vraiment terrifiant. On voit les arbres qui les transpercent, tous les pare-brises où se retrouvent normalement les yeux sont détruits. On comprend assez vite pourquoi ils ont supprimé cette scène. Déjà qu'aujourd'hui dans la version finale qu'on connaît, lorsque Flash McQueen se perd, il y a vraiment de la tension, mais alors là ça aurait été une toute autre histoire. Toy Story, le Woody alternatif. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de Toy Story et on va aller voir une scène qui est assez connue et pour de bonnes raisons. En effet, la scène, elle est tellement sombre qu'elle a failli annuler tout simplement le film Toy Story lors d'une diffusion test le 19 novembre 1993. Et donc en fait, Pixar n'aurait jamais été le studio qu'on connaît parce que si vous ne savez pas, Toy Story est le premier long métrage de Pixar et c'est parce que Toy Story a été un succès que Pixar a pu développer tous ses films. Et du coup, on n'aurait jamais eu le monde de Nemo, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Coco, Vice Versa, etc. Et aujourd'hui, on a seulement 2 minutes de cette première version de Toy Story parce que le reste du film est complètement perdu. Et seule la version qu'on va voir a été présentée au grand public, le reste n'a jamais été diffusé sans savoir pourquoi. En fait, il faut savoir qu'à la base, Toy Story aurait dû être bien plus adulte et cynique, mais vous allez vite le comprendre. La scène commence par Buzz qui souhaite bonne chance à Woody, et là Buzz lui tend la main, Woody l'attrape et le jette de toutes ses forces par la fenêtre. Une fois fait, Woody ferme les rideaux et se retourne tranquillement comme si de rien n'était, mais là on voit tous les jouets qui sont choqués et terrifiés par ce que vient de faire Woody. Woody demande alors c'est quoi le problème. Ils finissent par se précipiter à la fenêtre pour voir ce qui est arrivé à Buzz. Woody lui n'en a rien à faire et va se coucher sur le lit. La bergère crie sur Woody en lui disant qu'il a fait exprès. Il se fait aussi attaquer par le sergent qui lui demande où est son honneur. Le sergent demande alors à ses troupes de partir à la rescousse de Buzz et qu'ils doivent faire ça vite. Mais Woody l'attrape et les enferme tous dans une sorte de boîte. Et là on comprend vraiment qui est Woody dans cette version. Les jouets commencent à se lier contre lui. Ils sont tous sur le canapé et Woody dit What do you think you're doing? Off the bed. Hey, off the bed! Woody essaie d'appeler Slinky, donc Zigzag en version française. Il lui hurle dessus en disant de monter sur le lit et de faire son travail. Forcément, Zigzag, il veut pas faire ça, et là, Woody, il est vraiment insupportable. You would have been hauled away to Goodwill a long time ago, so shut your mouth and get them off the bed!
il l'insulte, littéralement. En plus, Zigzag, il est pas vraiment du style à se défendre, et du coup, c'est vraiment horrible de le voir se faire insulter comme ça. Il finit même par lui dire qu'il doit faire ce qu'il dit, sinon il le jettera par la fenêtre. Heureusement, Monsieur Patate s'interpose, avec Bayonne et Rex, et finalement, tous les jouets. Woody demande alors si c'est des menaces, et les jouets répondent que oui. Il doit descendre maintenant du lit, sinon c'est eux qui le jetteront. Au final, tous les jouets finissent par l'attraper pour le jeter du lit, mais heureusement, Zigzag intervient et dit de tout arrêter. On se dit quand même, heureusement, il y a un jouet qui donne un peu d'espoir dans cette situation vraiment bizarre. Mais en fait, pas du tout. Zigzag leur dit qu'au lieu de le jeter du lit, il faut qu'il le jette par la fenêtre, comme il l'a fait à Buzz. Alors vraiment, cette scène, à la fois elle est flippante, et en même temps, on se sent super mal de voir tous les jouets comme ça. Ce que je veux dire, c'est que l'ambiance, elle est vraiment horrible. Woody, il est profondément méchant et cynique, les jouets n'ont pas ce côté mignon et ils se livrent une vraie guerre. La question que je me pose, c'est vraiment de savoir à quoi ressemblait le film, parce qu'avec cette ambiance dans cette scène, j'ai du mal à imaginer tout un film où les jouets doivent s'entraider, mais au final, heureusement que les réalisateurs ont repris l'histoire pour créer celle qu'on connaît aujourd'hui, parce que même si aujourd'hui Woody a un peu ce côté jaloux, au fond, il y a quand même une très belle amitié entre tous les jouets. Les Indestructibles, la mort de Snug. On va maintenant se diriger vers les Indestructibles pour voir une scène supprimée qui montrait la mort ultra violente d'un personnage. Pour le contexte, dans cette première version du film, les Indestructibles avaient un ami qui s'appelait Snug Porter. C'était en fait un vieil ami de Hélène et c'est lui qui devait l'emmener sur ses missions. C'était en gros son pilote. Et la scène commence alors par Hélène qui appelle Snug pour lui demander un service. Il lui répond alors qu'il était temps parce que ça fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et elle lui demande alors s'il a un jet super rapide. Et on comprend que oui, il en a un. On voit alors Hélène avec Violette et Flèche qui arrivent devant l'avion. Une fois dans l'avion, on voit Snug et Hélène en train de discuter de leur amitié, mais Snug finit par parler des problèmes conjugaux d'Hélène. C'est bizarre de faire ça. Alors là, du coup, on sait pas vraiment ce que ça veut dire vu qu'on n'a pas du tout le contexte. Est-ce que Snug était secrètement amoureux d'Hélène depuis toujours? Ou alors est-ce que c'était juste maladroit? Impossible de le savoir. Il lui demande ce que son instinct lui dit sur cette mission, et elle répond qu'il lui dit de se préparer au pire. Il lui répond oui tu devrais, et elle le regarde comme ça. Elle est vraiment bizarre cette scène. Il y a une sorte de tension entre les deux personnages qu'on comprend pas du tout. Ensuite, on voit Hélène en tenue d'Elastic Girl, et là on voit un missile, et Snug dit que c'est bizarre parce que le centre n'a pas prévu de tir d'essai aujourd'hui. On comprend en fait que c'est un missile qui leur fonce dessus. Snug tente d'appeler le centre de contrôle pour leur dire de ne pas leur tirer dessus. Il évite le missile, mais celui-ci est téléguidé et continue alors de les suivre. On a alors là une course-poursuite ultra épique entre le jet et le missile téléguidé. Dans l'avion, forcément, tout le monde s'envole dans tous les sens. L'avion fonce tout droit vers l'océan, mais Snug réussit de justesse à le redresser jusqu'à carrément toucher l'eau et se prendre des vagues. On voit ensuite d'autres missiles qui foncent sur l'avion. Snug croit toujours que c'est le centre de contrôle qui défend la zone. Hélène demande à Violette de mettre un bouclier autour de l'avion, mais elle dit qu'elle n'y arrivera pas parce qu'elle n'en a jamais fait d'aussi gros. Et là... L'avion explose, mais heureusement Hélène a protégé ses enfants, et là on entend ces cris. Et une fois dans l'eau, tout n'est pas terminé parce qu'on peut voir ça. Finalement, la casquette de Snug finit par remonter à la surface dans un silence assourdissant. Cette scène, elle avait vraiment l'air intense. Et c'est vrai que là, on se dit que si on avait appris à plus connaître le pilote, cette scène, elle nous aurait vraiment attrapé. Mais en fait, justement, la raison de la suppression de cette scène, c'est justement la suppression du personnage de Snug. En effet, les réalisateurs expliquent que pour qu'on s'attache à lui, il fallait qu'il ait du temps à l'écran. Forcément, si on le voyait qu'une fois à l'écran, on n'aurait pas eu vraiment de peine pour lui. Mais plus le personnage avait des scènes, plus le film était long. Et ils ont donc fini par complètement supprimer le personnage. Mais entre les missiles qui foncent sur l'avion, le jet qui explose, les cris de Violette et Flèche et ce plan sous l'eau, cette scène, elle aurait vraiment pu nous marquer. Vice versa, la face cachée de peur. Pour cette nouvelle scène supprimée, on va se diriger vers le film Vice Versa. Et justement, si je vous demande, c'est qui votre personnage préféré dans Vice Versa? Est-ce que c'est plutôt joie, peur, colère, dégoût ou tristesse? Ou même peut-être Riley? Personnellement, j'adore Peur, mais avec cette scène, Peur n'est pas du tout le personnage qu'on connaît aujourd'hui, et il est même carrément flippant. En fait, pour le contexte, cette scène, elle était appelée Imagination Park par les réalisateurs, et elle devait se trouver vers la fin du film, au moment où Joie tente de revenir au quartier général des émotions, et pour ça, on devait voir le monde de l'imaginaire reprendre vie, mais Peur serait littéralement
carrément devenu le méchant de l'histoire en essayant d'empêcher Joie de s'en sortir. La scène commence par Joie qui a l'air un peu perdu. On voit une bibliothèque avec une insulte, un immeuble des garçons, la musique est pesante avec un piano qui joue en fond. On voit Peur arriver avec un ouvrier de l'esprit de Riley et il lui demande de tirer sur Joie. Ok, ça commence bien. Joie s'enfuit mais un autre ouvrier lui barre la route. Joie essaie de discuter avec Peur mais il demande de nouveau aux ouvriers de la capturer. Là pour l'instant ça n'a rien à voir avec Vice Versa, j'ai carrément l'impression de regarder un autre film. On découvre alors le monde de l'imaginaire qui a l'air ultra dense et vraiment beau. Joie finit par se diriger vers une petite maison jaune. Peur et les ouvriers perdent sa trace. Peur décide alors d'activer des leviers, ce qui rallume tout le monde de l'imaginaire. Et on voit alors Colère et une petite fille. Alors je sais pas du tout qui c'est censé être. Mais en tout cas, Colère dit qu'il faut faire attention car le fait de rallumer ce monde va activer l'imagination de Riley. Donc Colère est aussi contre Joie. Tout va bien. Joie finit par se faire encercler par un liquide rouge très flippant. On se rend en fait compte que c'est de la lave, ce qui est pas vraiment rassurant, voire même c'est pire. Elle grimpe sur des objets qui finissent par prendre feu. Elle tente de ramer vers la fenêtre, mais Peur et ses ouvriers arrivent et lui tirent dessus. Heureusement, elle finit par sauter de la fenêtre et elle atterrit dans une ville où elle est en fait une géante. Dans cette ville, apparemment, il y a des petits personnages qui y vivent et on a donc une course-poursuite de géants à l'intérieur. Joie finit par tomber dans l'eau et commence à se noyer. Elle tombe d'une cascade et se retrouve dans une forêt et réussit à grimper à un arbre. Malheureusement, elle tombe et se retrouve la tête en bas. Peur demande alors de faire feu sur elle. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? L'ouvrier tire et on se rend compte que ça ne tire pas en fait, ça aspire. L'ouvrier qui a avalé un autre ouvrier finit par s'enfuir et Peur devient vraiment flippant. Il se retrouve dans une salle de classe et là... Peur se fait piéger tout seul, Joie récupère cette sorte de fusil, et Peur s'excuse d'avoir voulu la détruire. Et on a de nouveau une scène de ce monde qui ressemble en fait à un parc Disney abandonné, avec le château, la grande roue et des montagnes russes. Bon, il y a tellement de choses à dire sur cette scène. Apparemment, il n'y a pas vraiment de raison donnée de pourquoi ils ont supprimé cette scène, si ce n'est peut-être parce que Peur est horrible. Mais on vient bien de voir une scène de Vice Versa, je préfère le rappeler parce que là, c'est pas évident à voir. Déjà, on a ce Peur terrifiant qui veut détruire Joie. Ensuite, Joie est à deux doigts de brûler vive en se faisant tirer dessus. Ils deviennent des géants dans une ville avec de petits habitants. Au final, il y a un géant encore plus géant que eux qui débarque. C'est super étrange comme scène, mais en même temps, j'aurais bien aimé la voir entièrement animée. Wall-E, les documents secrets. Pour continuer, allons faire un petit tour du côté de Wall-E. Et là, on va voir une scène qui est déjà bien plus avancée et c'est pas juste de simples dessins. Là, on a des images vraiment détaillées. Et en plus de ça, c'est une scène qui montre des dossiers secrets qu'on ne voit jamais dans le film qu'on connaît. Déjà, la scène commence par Otto, donc l'autopilote de l'Axiom, qui a un design complètement différent de ce qu'on connaît. En vrai, il est plutôt stylé, je trouve. On le voit entrer dans une pièce sécurisée et prendre un ascenseur. Il va pour passer le contrôle de sécurité, mais il perd ses sortes de lunettes. Il descend les chercher et finit par rentrer. En vrai, cette scène, elle est vraiment stylée avec ce tunnel hypnotisant. On comprend pas vraiment dans quoi il passe, mais c'est assez impressionnant. Il arrive enfin dans cette pièce secrète et lorsqu'il scanne la plante, l'ordinateur lui indique que la plante vient de la Terre et que c'est en train d'activer le retour de l'Axiom sur Terre. Sauf que là, Otto entre dans des dossiers confidentiels. On voit le président de la BNL de l'époque qui s'adresse au pilote de l'Axiom en parlant des robots Wall-E. Mais Otto change de fichier. On se rend compte que c'est des rapports annuels sur l'état de la Terre envoyés à l'Axiom. On se rend compte que plus les années avancent, plus l'état de la Terre ne s'améliore pas. On entend même le président de la BNL dire que la petite croisière dans l'espace prendra quelques années de plus, avec un ton un peu sarcastique. Ensuite, on nous explique que des rapports ont été faits depuis les autres vaisseaux qui sont partis dans l'espace, parce que oui, il n'y a pas que l'Axiom, il y a plusieurs vaisseaux, et que la microgravité entraînerait des pertes osseuses, mais que c'est en fait un effet secondaire temporaire et que les humains ne vont pas perdre leurs os. Bon, c'est pas très rassurant tout ça. Et après, ça part un peu en vrille. On revoit le président en 2070, pour sa dernière transmission. On le voit avec une bouteille à oxygène. On comprend que le taux de toxicité dans l'air a grandement augmenté, que la vie n'est plus possible sur Terre, et la scène finit comme ça. En vrai, c'est une scène super intéressante, je trouve. On aurait vraiment plus compris l'état de la Terre et surtout l'état d'urgence. Et d'après les réalisateurs, ils ont préféré supprimer cette scène pour laisser plus de mystère et simplement laisser la scène qu'on connaît aujourd'hui. Toy Story, le cauchemar de Woody. Juste avant de découvrir les dernières scènes supprimées, si vous aimez ce genre de vidéos autour des films Disney et Pixar, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On va refaire un petit tour du côté de Toy Story, et vous allez voir, ça va être très rapide. La scène commence par ce plan, qui n'est déjà pas très rassurant. Encore une fois, je saurais pas l'expliquer, mais ça me met pas vraiment à l'aise. La caméra finit par s'éloigner, on entend Buzz qui dit Buzz Lightyear to the rescue! Et en fait, le début de la scène reboucle sur lui-même, c'est super angoissant. Buzz Lightyear to the rescue! Buzz Lightyear to the rescue!
En plus, on voit Woody comme ça sur le lit avec les yeux grands ouverts et un sourire vide. On voit Andy s'amuser avec Buzz et laisser seul Woody sur le lit. Andy dit à Woody: Whoa, look, Woody! Buzz glows in the dark. Isn't he cool? Et Buzz dit alors à Woody: Do you glow in the dark, Woody? Déjà là, regardez juste la tête d'Andy avec cet effet de lumière et d'ombre en même temps. Mais aussi regardez la tête de Buzz qui n'est pas plus rassurante. Andy finit par rallumer la lumière et dit à Woody qu'il ne l'aime plus. Et il finit par le jeter à la poubelle, toujours avec cette musique pesante. Je sais plus si on regarde un film Pixar ou un film d'horreur à ce niveau-là. Woody se retrouve alors dans une poubelle, seul, et un insecte lui monte sur le visage, puis des centaines d'insectes, et Woody se réveille. Et oui, heureusement tout ça c'était qu'un cauchemar de Woody, qui forcément a toujours cette peur de l'abandon. Mais vraiment cette scène est pesante, et elle fait partie des premières versions du film qui étaient plus sombres, et on le ressent carrément dans cette scène supprimée. Monstres et compagnie, terreur absolue. On va maintenant faire un tour à Monstropolis aux côtés de Bob et Sully pour une scène supprimée de Monstres et compagnie qui se nomme Terreur absolue. Cette scène c'est en fait une version alternative de la rencontre entre Boo et Sully, mais avec des passages plus étranges. Déjà dès le début de la scène, sans contexte, on se retrouve avec une vision rouge d'une chambre d'enfant avec un zoom en arrière, puis on a cette scène de Sully avec des yeux en tourbillon, comme s'il était hypnotisé, mais en même temps il a l'air terrorisé. Finalement ses yeux deviennent blancs, rendant la scène encore plus pesante. Et il finit par s'écrouler par terre. On se rend compte que Sully est complètement désorienté, toujours avec cette couleur rouge. Sully rampe alors au sol en essayant d'atteindre le lit, et là, personne n'est sur le lit. Bon, comme dans la version qu'on connaît, Boo finit par apparaître comme ça derrière Sully, et il est tout aussi terrifié et finit par tomber derrière le lit. Bon, dans la version qu'on connaît, normalement, ils sont dans le monde des monstres, alors que là, ils sont chez Boo, dans le monde des humains. Mais malgré tout, là, c'est à peu près la même scène. Sully est terrifié, mais Boo continue de lui courir après. Il réussit à rentrer dans le monde des monstres et s'enfuit, mais Léon arrive juste après et il voit la porte. Il entre à l'intérieur, se cache dans la chambre de Boo. Quand il se transforme en jouet, on n'est pas forcément rassuré. Il va pour faire peur à Boo sur le lit, mais personne n'est là. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que là, Léon, il ressemble plus à un personnage de Mille et une pattes. On dirait vraiment plus à un insecte qu'un caméléon. Et son design, il est un peu bizarre en vrai. On voit ensuite deux employés qui discutent, et Sully arrive toujours avec cette tenue un peu drôle. On se rend compte que Boo est accroché dans son dos. Il finit par s'en rendre compte et crie. Boo s'approche de lui, mais il finit par lui envoyer un petit vêtement sur la tête pour finalement la capturer. Il va pour la ramener, mais Léon est devant la porte et il la renvoie à l'entrepôt. Sully finit par s'enfuir dans Monstropolis avec Boo en prenant une sorte de métro, mais vu qu'elle fait du bruit, il part à pied. Bon, cette scène supprimée, elle ressemble en grande partie à ce qu'on connaît, mais ce qui est vraiment intriguant, c'est le début de la scène. Pourquoi Sully voit tout en rouge? Pourquoi il a l'air désorienté? Et pourquoi il entre dans la chambre de Boo? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est que des questions sans réponse, mais ça peut nous laisser imaginer toutes sortes de scénarios. Les Indestructibles, le cauchemar d'Hélène. On va refaire un petit tour du côté des Indestructibles pour voir une scène qui est assez différente des autres, on va dire. La scène commence par Bob qui est en train de soulever une sorte de canapé en mangeant des raisins. Enfin, on lui fait manger des raisins parce qu'apparemment il y aurait des gens sur le canapé. Bon, jusque-là, on comprend pas trop. Je vous laisse voir la suite. D'accord, c'est bizarre. On voit ensuite Hélène qui semble être la femme de ménage de la maison et qui ramasse ce que les autres femmes lui jettent dessus, globalement des vêtements. Et on voit comme Monsieur Indestructible se fait soulever sur un canapé, que Hélène est furieuse, logique. Elle va pour en découdre, mais elle se fait attraper le pied par le linge qui la fait tomber dans une piscine ultra profonde avant de tomber dans l'eau qui est en fait une machine à laver et voir partir devant elle son mari et finalement se réveiller en sursaut. Cette scène elle est vraiment bizarre et je pense que c'est une très bonne chose qu'elle apparaisse pas dans la version finale du film parce que vraiment elle n'apporte rien. Même les réalisateurs ils assument pas trop cette scène et ils préfèrent en rigoler en disant qu'ils sont partis un peu loin. Coco, la fin alternative. Parmi les plus grands films Pixar, on n'est pas encore allé faire un tour du côté de Coco. Et oui, Coco aussi a de nombreuses scènes supprimées. D'ailleurs, tous les films Pixar ont plein de scènes supprimées. Là, dans cette vidéo, on n'en voit qu'une partie. Mais si ça vous intéresse, on pourra refaire d'autres épisodes des scènes supprimées des films Pixar. Et aussi des scènes supprimées dans les films Disney, comme on avait vu dans cette vidéo. Vous vous souvenez sûrement de la fin de Coco. Miguel réussit à rentrer chez lui grâce à Hector, qui lui a accordé sa bénédiction sincère pour qu'il puisse rentrer grâce à ce pétale magique. Mais il existe une version alternative de la fin du film que je trouve vraiment très cool. En effet, les réalisateurs expliquent qu'à la base, puisque Miguel arrivait depuis le pont qui permet aux ancêtres de traverser vers le monde des vivants, il allait faire pareil pour rentrer dans l'autre sens. Sauf qu'il devait le faire obligatoirement avant la fin des festivités, comme dans la version qu'on connaît du film. Sauf qu'aujourd'hui, la fin des festivités, elle est représentée par le lever du soleil, alors que dans cette version alternative du film, la fin des festivités est représentée par des sabliers géants où le dernier pétale marque la fin del Dia de los Muertos. Vous allez voir, c'est plutôt stylé. La scène commence justement par ce fameux sablier. On voit Miguel qui court et Ernesto de la Cruz qui le poursuit. Tous les habitants du monde des morts commencent alors le décompte avant la fin du sablier. Miguel court de plus en plus vite. Ernesto bouscule les passants pour le rattraper. Miguel
Miguel passe in extremis sous le portail et arrive enfin sur le pont. Ernesto lui est furieux et ordonne d'ouvrir les portes. On lui dit que c'est trop dangereux et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il finit par casser une vitre et continue de poursuivre Miguel. Le décompte arrive à la fin et là, Miguel est toujours sur le pont mais celui-ci commence à se désintégrer. S'il ne réussit pas à traverser à temps, il va finir par tomber dans les abysses entre le monde des morts et le monde des vivants. Le pont est de moins en moins stable. Ernesto de la Cruz pousse Miguel qui finit presque par tomber. Ernesto lui dit qu'il ne ruinera pas son nom parce que oui, dans cette version aussi, Miguel est au courant que Ernesto est un imposteur et il va le révéler au monde des vivants, ce qui fait qu'Ernesto n'aura plus de photos et donc il ne pourra plus traverser vers le monde des vivants avant de tomber dans l'oubli et mourir pour de bon. Mais là, Ernesto commence à se désintégrer et Miguel lui court dessus, le faisant disparaître dans un éclat de poussière. Miguel court le plus vite possible pour rentrer dans son monde, qui commence à disparaître. Il saute et... on connaît pas la suite, enfin si on connaît la suite techniquement parce que c'est la même que dans la version finale du film. Miguel finit par rentrer chez lui pour honorer la mémoire d'Hector. Cette scène elle aurait vraiment été très cool avec pas mal de tension, mais en soi la version actuelle qu'on connaît nous transmet quand même bien plus d'émotions. Luca, la conserverie de monstres marins. Pour terminer cette vidéo, on va faire un tour vers un film dont on parle assez peu et qui est pourtant plutôt cool. Je parle évidemment de Luca, et vous allez voir que cette scène supprimée ressemble étrangement à la première scène supprimée qu'on a vue sur Cars. Déjà, faut savoir que dans cette version du film, Luca rêvait de devenir mécanicien de Vespa. En fait, cette scène supprimée devait être liée à ce rêve où on les voit voler en Vespa avec Alberto, mais qui allait se transformer en cauchemar. Dans cette scène, on devait voir un mécano un peu fou qui accueille Luca et ses amis dans un immense garage rempli de Vespa. On les voyait alors boire un expresso, manger des glaces, et finalement le mécano s'avérait être en fait Julia, très bizarre, et elle allait emmener Luca dans un immense hangar dans lequel on retrouvait plein de chats, parce qu'en réalité c'est ici que les humains mettent les monstres marins en boîte de conserve pour les chats. Julia finissait par arroser Luca qui se transformait alors en monstre marin. Il atterrissait sur un tapis roulant le menant vers l'une de ces énormes cuves. En voulant s'échapper, on voyait le père de Julia avec un trident le menaçant, et en voyant en hauteur les parents de Luca assister à la scène et lui disant I warned you about Scorpions, Luca. Et finalement, Luca finissait par se réveiller. Comme dans la scène supprimée de Cars qu'on a vu en début de vidéo, on a là des monstres marins morts, donc littéralement comme le personnage principal, et c'est toujours très bizarre de montrer ça. Et vraiment la scène où Luca demande de l'aide à ses parents et qu'on ne voit aucune compassion dans leurs yeux, c'est vraiment terrifiant. Et si vous aimez ce genre de vidéos autour des scènes supprimées, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les scènes supprimées des films Disney. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un partage, ça fait toujours plaisir, et ça soutient énormément la chaîne. Moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou, ciao.